Hello, thank you for joining us. We begin our report with what will likely be the end for both of the federal criminal cases against President-elect Donald Trump. Special counsel Jack Smith filed 2 motions today. One was to end the case on how Trump handled classified documents after his first presidency, where prosecutors had been appealing a previous dismissal. The other was to dismiss the 2020 election interference case. Judge Tanya Chutkan, who is overseeing the case, has agreed to do so. Il arrive parfois qu'une décision judiciaire attire l'attention, non pas pour son contenu en soi, mais pour la manière dont elle modifie le fonctionnement attendu du processus institutionnel. Le 12 décembre, au tribunal de district de Washington, D.C., la juge fédérale Tanya Chutkan a rendu une ordonnance qui a modifié le cours de la principale action pénale intentée contre le président Donald Trump en relation avec les événements du 6 janvier 2021. Cette décision, objective dans sa rédaction et précise dans ses exigences, a non seulement marqué un tournant dans la relation entre le tribunal et la défense, mais a également formalisé une limite à la stratégie juridique adoptée par Trump depuis le début du procès, la résistance systématique à la transparence documentaire. L'ordonnance exige, de manière inédite dans cette affaire, que l'équipe d'avocats du président produise, dans un délai de 5 jours, un registre complet de tous les documents retenus au titre du secret professionnel. Ce registre, techniquement appelé registre des privilèges, doit contenir pour chaque élément une description détaillée de son contenu, la date de création, les personnes responsables de son élaboration, les destinataires et la justification juridique exacte qui motive sa rétention. Cette mesure a non seulement rejeté les arguments génériques de confidentialité présentés à plusieurs reprises par la défense, mais a également imposé un nouveau degré de responsabilité directe aux assistants juridiques et politiques les plus proches de Trump. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité aux résultats immédiats de l'ordonnance. Il a redéfini l'horizon du procès et a considérablement modifié la position procédurale de ceux qui, jusqu'alors, opérait en coulisses dans l'espoir d'une protection institutionnelle. L'ordonnance a été rendue dans un contexte où la défense avait accumulé des demandes successives de prolongation des délais et des allégations de confidentialité fondées sur de multiples motifs. Privilèges exécutifs, privilèges avocat-client, protection de la sécurité nationale et confidentialité stratégique. Bien que chaque argument pris isolément ait un fondement juridique potentiel, l'ensemble révélait une tendance, l'obstruction par la complexité procédurale. La juge Chutkan, connue pour sa position rigoureuse et son aversion pour l'utilisation du temps judiciaire comme mécanisme de défense, a décidé de briser ce cycle. Son ordonnance, exigeant la présentation de documents individuels et des motifs juridiques spécifiques, a privé la défense de la marge de manœuvre dont elle se servait pour retarder la remise d'éléments essentiels à la phase de divulgation. Cette décision n'a pas été prise de manière abrupte, mais après des mois de tolérance institutionnelle. L'historique du procès montre que la Cour, dans ses premières décisions, a accédé à des demandes raisonnables de prolongation et d'analyse. Cependant, à mesure que les délais s'accumulaient sans progrès proportionnel dans la remise des documents, il est devenu évident pour le tribunal que la stratégie de la défense était celle d'une résistance continue et non d'une collaboration procédurale. Ce revirement a suscité une réaction immédiate parmi les conseillers et les avocats liés à l'entourage du président. Selon des sources liées à la couverture du procès, plusieurs membres de l'équipe ont commencé à rechercher une représentation juridique indépendante après la délivrance de l'ordonnance, craignant que leur communication avec Trump, jusqu'alors protégée par une allégation générique de confidentialité, ne soit désormais soumise à un examen plus strict. Le risque n'était plus seulement politique ou institutionnel, il était devenu potentiellement criminel. La décision de la juge Chutkan, en liant la validité du privilège à la spécificité de la documentation et à la transparence des fondements juridiques, a contraint les conseillers à reconsidérer l'équilibre entre loyauté stratégique et préservation juridique.
Selon les analystes juridiques, ce déplacement de l'axe de responsabilité a entraîné une rupture de la cohésion au sein même de la structure de défense. La décision a également eu un effet significatif. En étant rendue lors d'une audience publique et officiellement consignée dans le dossier, elle a consolidé un nouveau niveau d'exigence dans la procédure, démontrant que la Cour est non seulement consciente des stratégies dilatoires, mais dispose également de mécanismes pour les démanteler. Plus encore, elle indique la volonté du pouvoir judiciaire d'imposer des limites à l'utilisation abusive des prérogatives légales lorsque celles-ci deviennent des obstacles au fonctionnement normal de la justice. Il s'agit d'un moment qui, pour de nombreux observateurs institutionnels, établit une ligne de démarcation entre la tolérance tactique et l'application rigoureuse de la loi. Même si l'ordonnance de la juge Chutkan ne représente pas un jugement sur le fond quant à la culpabilité de Trump ou de ses conseillers, elle modifie profondément l'environnement procédural dans lequel les allégations seront examinées. Le contenu potentiellement couvert par cette ordonnance comprend les communications internes de la campagne, les registres financiers liés au mouvement de fonds autour des manifestations de janvier, les messages échangés entre les avocats et les conseillers politiques pendant la période de transition, ainsi que les mémorandums stratégiques sur la manière de contester les résultats électoraux. Selon la manière dont la défense élaborera son privilège log, ces documents pourront être partiellement ou intégralement analysés par le ministère public. Si le tribunal estime que les justifications de confidentialité ne sont pas fondées. C'est là le cœur de la transformation institutionnelle imposée par la décision. En exigeant un niveau élevé de justification juridique, la Cour renverse la logique qui guidait le processus, transférant la charge de la preuve à la défense et exposant les collaborateurs directs du président à une vulnérabilité juridique potentielle. Le précédent établi peut également avoir un effet indirect sur d'autres affaires dans lesquelles Trump est parti. Plusieurs procédures civiles et pénales dans les États de New York, de Géorgie et de Floride impliquent des dynamiques similaires de résistance à la production de preuves et d'allégations génériques de privilèges. La décision de la juge Chutkan, qui adopte une ligne plus dure à l'égard de ces pratiques, peut être considérée par d'autres magistrats comme un exemple de la manière de traiter des affaires complexes présentant un degré élevé de contentieux. Bien que chaque instance soit autonome, les normes judiciaires ont tendance à s'aligner grâce à l'observation mutuelle des précédents. Cela signifie que même sans effet contraignant, la décision peut influencer la manière dont d'autres juges traitent les résistances procédurales dans les actions impliquant des personnalités publiques dont les stratégies de défense sont basées sur la dilation. Ce changement de cap n'implique toutefois pas une conclusion anticipée sur le fond de l'affaire. La juge n'a déclaré aucun document invalide et n'a pas non plus appliqué de sanctions immédiates. Ce que l'on observe jusqu'à présent, c'est la construction d'une nouvelle architecture de responsabilité. La défense devra désormais étayer chacune de ces allégations par des documents soumis à l'appréciation du juge. Cela modifie l'équilibre des prochaines étapes de la procédure et, en particulier, redéfinit la marge de manœuvre de Trump et de ses conseillers. En fonction du contenu des documents éventuellement révélés, de nouvelles conséquences juridiques pourraient émerger, mais cela relève encore du domaine des hypothèses. Ce qui s'est concrétisé pour l'instant, c'est l'imposition d'un délai impératif, une exigence de détails sans précédent et le refus de la Cour d'accepter des arguments génériques comme base légitime pour empêcher l'accès aux preuves. Si vous appréciez les contenus qui suivent les développements institutionnels avec contexte, rigueur et continuité, cette chaîne peut vous aider à garder une vision claire du processus en cours. À partir de la décision rendue par la juge Tanya Chutkan, l'attention institutionnelle s'est moins portée sur le volume des documents retenus que sur l'utilisation répétée et stratégique des prérogatives juridiques comme mécanisme de contrôle narratif. Au cours des dernières semaines, le ministère public fédéral avait fait valoir que les invocations successives du privilège par l'équipe de Trump n'étaient pas étayées par des critères techniques cohérents, mais guidées par un calcul politico-judiciaire visant à empêcher la construction chronologique d'événements reliant directement le président à la structuration de la résistance au processus de transition. À partir de là,
Le débat autour de l'affaire a cessé d'être strictement procédural et a touché au cœur même de la responsabilité institutionnelle, qui définit la portée légitime du privilège et dans quelles conditions il peut être invoqué sans compromettre la transparence exigée par une procédure pénale fédérale. Cette convergence aide à comprendre pourquoi l'ordonnance judiciaire a non seulement eu des répercussions parmi les acteurs directement impliqués dans le procès, mais a également attiré l'attention des juristes, des parlementaires et des universitaires intéressés par les limites de l'autorité présidentielle après le mandat. Le ministère de la Justice, par l'intermédiaire de l'équipe d'accusation dirigée par le procureur spécial Jack Smith, a structuré son argumentation autour de la thèse selon laquelle, bien que le privilège exécutif puisse être revendiqué par les anciens présidents dans certains contextes, son application n'est pas absolue et doit être mise en balance avec l'intérêt public à obtenir la vérité matérielle dans les affaires pénales d'une grande importance institutionnelle. Dans leur plaidoirie précédant la décision, les procureurs ont souligné que l'utilisation extensive et non spécifiée du privilège par la défense créait un environnement d'opacité procédurale incompatible avec les principes de l'application régulière de la loi. Cette ligne argumentative a gagné en force lorsqu'elle a été confrontée à des précédents historiques, tels que ceux établis lors des procès du Watergate, dans lesquels la Cour suprême des États-Unis a déterminé que le président de la République n'est pas au-dessus des obligations légales et doit obéir aux ordonnances judiciaires valides, même lorsqu'elles concernent des communications sensibles. Sur cette base, le ministère public a demandé au tribunal d'exiger de la défense non seulement le respect formel de la remise des documents, mais aussi le respect substantiel de l'obligation de justifier, point par point, la raison de chaque rétention. C'est dans ce contexte que l'exigence de la juge Chutkan acquiert une plus grande densité institutionnelle. Sa décision n'a pas été rendue dans le vide, mais dans le cadre d'un dialogue avec une jurisprudence consolidée sur la nécessité d'équilibrer le secret légitime et la transparence judiciaire. L'un des instruments centraux de cette architecture juridique est le registre des privilèges, qui fait partie depuis des décennies du protocole des litiges complexes dans le système fédéral. Sa fonction est de permettre à la partie qui invoque la confidentialité de justifier techniquement sa position, afin que le tribunal puisse évaluer, sans avoir accès au contenu du document, si l'allégation est juridiquement plausible. La différence, dans ce cas, réside dans l'ampleur du volume concerné, la position institutionnelle du défendeur et l'impact potentiel des communications retenues. En exigeant l'élaboration complète du journal en seulement 5 jours, la juge a non seulement accéléré le calendrier de la procédure, mais elle a également imposé une réorganisation immédiate des stratégies de défense et une réévaluation du degré de risque des documents encore en possession de l'équipe de Trump. Ce nouvel axe procédural a porté un coup dur à la structure de loyauté et d'interdépendance qui organisait jusqu'alors le noyau juridique et politique du président. Selon des informations publiées par des médias spécialisés dans la couverture judiciaire, des conseillers qui participaient auparavant aux décisions stratégiques ont commencé à consulter des avocats externes afin de comprendre les risques personnels qui pourraient découler de la divulgation de leurs communications. Ce mouvement n'est pas inhabituel dans les affaires de co-enquêteurs, mais il prend une tournure particulière lorsqu'il implique des acteurs politiques ayant des ambitions publiques ou des liens institutionnels actifs. Certaines de ces personnes, telles que d'anciens conseillers de la Maison-Blanche, des conseillers juridiques directement impliqués dans les événements post-électoraux et des membres de groupes de soutien juridique et financier, ont commencé à évaluer la possibilité de collaborer avec le ministère public afin d'atténuer d'éventuelles responsabilités futures. Ce mouvement, encore naissant, pourrait modifier de manière significative la cohésion du récit de défense construit jusqu'à présent. Parallèlement à l'avancement de la procédure, le Congrès national a commencé à suivre de plus près les développements de la décision judiciaire. Les membres des comités de justice et de supervision de la Chambre des représentants ont indiqué que le niveau de détail exigé par la Cour pourrait fournir de nouveaux éléments pour les enquêtes législatives en cours ou relancer les discussions sur l'utilisation des prérogatives par les anciens présidents hors fonction.
Bien que la séparation des pouvoirs limite la portée directe des décisions judiciaires sur le pouvoir législatif, il est courant que des décisions emblématiques comme celle-ci aient des répercussions indirectes sur la formulation de projets de loi ou sur les audiences publiques destinées à la révision des procédures institutionnelles. Des juristes liés à des universités et à des centres de recherche juridiques ont également commencé à publier des analyses sur les conséquences possibles de la décision, soulignant l'intersection entre la protection des garanties constitutionnelles et la responsabilité pénale des agents publics. L'affaire a ainsi dépassé les limites du tribunal et s'est inscrite dans le débat national sur les limites et les responsabilités des anciens chefs d'État dans le système démocratique américain. À ce jour, rien n'indique que la défense de Trump ait trouvé une alternative procédurale capable de neutraliser les effets immédiats de l'ordonnance. Il est possible de faire appel de la décision, mais son effet suspensif n'est pas automatique, surtout s'il s'agit d'une décision interlocutoire avec un délai très court. Cela signifie que, même en cas d'appel, l'équipe juridique du président reste tenue de se conformer à la décision judiciaire sous peine de sanctions pour non-respect. Ces sanctions comprennent, selon la jurisprudence consolidée, des amendes procédurales jusqu'à la non-prise en compte du privilège invoqué, ce qui autoriserait le ministère public à accéder à l'intégralité des documents. Cette perspective a suscité un débat intense parmi les experts. Car, bien que l'objectif de la Cour soit de garantir l'intégrité du processus, l'application de sanctions sévères peut conduire à la détérioration de la structure de confiance déjà fragile entre la défense et le pouvoir judiciaire. Du point de vue du fonctionnement interne du tribunal, la décision de la juge Chutkan a également des implications importantes. L'exigence d'un examen et d'une catégorisation détaillée d'un volume pouvant dépasser des milliers de documents implique une augmentation significative de la charge de travail des fonctionnaires et des conseillers juridiques. Le respect de l'ordonnance dans les délais impartis dépend de la mobilisation simultanée de plusieurs équipes disposant de connaissances techniques spécifiques. Cela implique, à son tour, la nécessité d'un suivi constant de la part du cabinet, de la juge et de canaux de communication plus agiles entre les parties. Le processus, qui avait déjà un calendrier complexe, nécessite désormais une nouvelle organisation logistique et procédurale dont l'efficacité dépendra à la fois de l'engagement des parties et de la capacité du tribunal à maintenir le rythme de l'évaluation et de la décision. Si vous suivez ce type d'analyse et estimez qu'il est important de comprendre comment les décisions judiciaires ont des répercussions au-delà du cas spécifique, notre chaîne peut vous aider à suivre cette évolution avec clarté et continuité. La récente ordonnance, rendue par la juge fédérale Tanya Chutkan, bien que directement liée à une procédure technique dans le cadre de la phase d'instruction pénale, a suscité une série d'interprétations qui dépassent la nature juridique immédiate de la décision. En exigeant de l'équipe de défense un registre détaillé des documents classifiés sous prétexte de privilèges, la magistrate a introduit une variable significative dans l'équilibre entre confidentialité et transparence, en particulier dans les affaires impliquant des personnalités publiques ayant une importance politique. La première lecture qui prévaut parmi les experts juridiques part du principe que la décision s'inscrit dans les limites de la légalité et représente une réponse proportionnée à la conduite observée au cours du procès. Selon cette interprétation, la juge a cherché, en vertu de sa prérogative fonctionnelle, à corriger un comportement de résistance qui menaçait de compromettre le déroulement du procès. La mesure serait donc l'expression de la résilience institutionnelle du système judiciaire fédéral, démontrant que, même face à des pressions politiques externes, les règles de procédure conservent une force normative suffisante pour soutenir l'autorité de la Cour. Cependant, tous les analystes ne partagent pas cette confiance dans la neutralité du geste. Une deuxième ligne d'interprétation soutient que la décision, bien que fondée sur des bases juridiques, introduit un élément de déséquilibre pratique dans la dynamique procédurale, notamment en imposant des délais considérés comme trop courts et des exigences formelles qui nécessitent des ressources et une organisation exceptionnelle de la part de la défense.
Dans ce contexte, l'ordonnance judiciaire est remise en question non pas pour sa légalité, mais pour son opportunité. Pour ce groupe, le fait que le défendeur soit un ancien président de la République et actuel candidat à la présidence exige de la part du pouvoir judiciaire une sensibilité supplémentaire dans le calibrage de ses actions. La crainte est que des décisions comme celle-ci, même lorsqu'elles sont juridiquement justifiées, soient interprétées par la société comme une ingérence institutionnelle dans un processus politique légitime. La conséquence serait l'érosion de la confiance du public dans l'impartialité de la justice, alimentant des discours de persécution qui, au lieu de renforcer l'état de droit, pourraient l'affaiblir aux yeux de l'opinion publique. Il existe également une perspective différente qui cherche à analyser cet épisode dans un contexte historique plus large, où le recours croissant aux prérogatives légales comme bouclier politique est devenu récurrent. Pour les spécialistes de cette approche, la décision de Tania Chutkan n'inaugure pas un nouveau paradigme, mais reflète la tentative du pouvoir judiciaire de réaffirmer son rôle face à une situation où les pratiques de dissimulation de documents sont systématiquement utilisées pour contourner la responsabilité. L'exigence d'un privilège, log bien fondé, serait donc une réponse à ce type de stratégie, représentant une tentative de rétablir l'équilibre entre les garanties individuelles et l'intérêt collectif. Il s'agit, dans cette optique, d'une réaction institutionnelle à la dilution progressive des instruments de contrôle qui soutiennent la légitimité démocratique. En agissant ainsi, la Cour ne se contente pas d'appliquer la norme, mais affirme que le cadre juridique ne peut être manipulé comme un mécanisme d'immunité. Le litige, en ce sens, transcende le cas spécifique, révélant des visions contradictoires sur les limites acceptables de l'opacité dans l'exercice du pouvoir. Dans le domaine politique, les effets de la décision ne se sont pas fait attendre. La possibilité que des documents confidentiels, en particulier ceux liés à l'organisation de la campagne de l'ancien président, soient soumis à l'examen judiciaire, a mis en alerte plusieurs secteurs du Parti républicain. Même sans divulgation immédiate, la crainte quant au contenu des registres et aux implications juridiques et réputationnelles possibles pour les alliés proches a provoqué des réactions silencieuses, mais perceptibles. Les conseillers électoraux ont revu leur stratégie, les sponsors ont commencé à conditionner leur soutien à l'évolution du processus, et des personnalités publiques auparavant ouvertement associées au noyau de la campagne font désormais preuve d'une plus grande réserve. Cette reconfiguration interne ne résulte pas directement de l'action du tribunal, mais est une conséquence indirecte de l'exigence d'une plus grande transparence documentaire. La transparence, même partielle, modifie l'équilibre des forces au sein de la structure du parti, créant un espace pour les dissidences, les repositionnements et les éloignements tactiques. Sur le plan juridique, l'évolution ultérieure de la décision dépendra du comportement adopté par la défense et de l'évaluation technique que le tribunal fera des documents présentés. Si les registres sont remis conformément à la décision et accompagnés de justifications cohérentes, une analyse individuelle de chaque élément sera nécessaire pour décider de son éligibilité au secret. Cette étape est, par nature, progressive et soumise à de multiples délibérations, en fonction du volume des documents et de la complexité des arguments. La jurisprudence indique la possibilité d'une reconnaissance partielle des demandes, ce qui peut entraîner des divulgations sélectives d'informations. Dans de tels scénarios, l'impact de la mesure n'est ni immédiat ni total, mais se produit de manière progressive, à mesure que le tribunal délimite les contours de ce qui doit ou non rester protégé. Il en résulte l'ouverture d'une procédure qui peut s'étendre sur plusieurs semaines ou mois, avec des répercussions variables en fonction de la sensibilité du contenu révélé. Un autre aspect qui suscite encore des spéculations concerne les sanctions prévues en cas de non-respect ou de respect insuffisant de l'ordonnance. Si la défense ne remet pas les documents dans le délai fixé, ou si le contenu est jugé incomplet ou de mauvaise qualité, le tribunal peut recourir à des mesures coercitives, telles que l'application d'amendes, l'exclusion de certains arguments procéduraux ou, en dernier ressort, la responsabilité individuelle des avocats.
Les experts sont divisés sur la faisabilité de ces sanctions, surtout à court terme. Une partie du milieu juridique estime que le pouvoir judiciaire agira avec prudence, afin d'éviter que cet épisode ne soit perçu comme excessivement punitif. Une autre partie estime que l'historique de résistance procédurale de la défense pourrait conduire la Cour à adopter une position plus rigide, notamment pour protéger l'intégrité de l'institution elle-même. Dans tous les cas, l'application de sanctions devra être évaluée sur la base de critères de raisonnabilité, de proportionnalité et, inévitablement, sous le regard attentif de la société et de la presse. La décision a également intensifié le débat sur les limites institutionnelles du pouvoir judiciaire dans les contextes où l'exécutif ou d'anciens membres de celui-ci sont au centre de litiges sensibles. Les doctrinaires et les spécialistes du constitutionnalisme moderne soulignent que dans ces cas, le pouvoir judiciaire doit agir avec précision juridique et prudence symbolique. Le maintien de la confiance du public dans les institutions passe non seulement par la correction technique des actes judiciaires, mais aussi par la clarté avec laquelle ces décisions sont comprises comme justes, nécessaires et exemptes de motivation politique. La mesure prise par Tanya Chutkan dans cette optique a été interprétée par certains comme une démonstration de la rigueur nécessaire et par d'autres comme risquée du point de vue de la stabilité institutionnelle. Cette divergence reflète un environnement politique et juridique en mutation, dans lequel les décisions judiciaires sont de plus en plus interprétées à la lumière de leurs effets collatéraux et non plus uniquement de leurs fondements juridiques. La frontière entre légalité et légitimité devient ainsi plus difficile à tracer avec précision. À l'heure actuelle, aucune des interprétations présentées n'a fait l'objet d'un consensus. L'affaire reste ouverte et susceptible de rebondissements. La manière dont la défense répondra à l'ordonnance, la façon dont la Cour analysera les documents et la réaction éventuelle des acteurs politiques concernés par ces révélations détermineront si cet épisode restera dans les mémoires comme un tournant ou comme un chapitre supplémentaire dans le long conflit entre la responsabilité institutionnelle et la protection stratégique. Dans tous les cas, cet épisode démontre que, dans les démocraties matures, le domaine juridique est également un terrain de dispute symbolique et que la manière dont les décisions sont prises peut être aussi importante que le contenu de ces décisions. L'histoire de ce processus est donc encore en cours d'écriture.